L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africable. Nouvelle édition sur Africable Télévision. Bienvenue, bonsoir à tous. Voici les titres de ce journal. Des combats de rue ont éclaté ce dimanche à Gao entre les soldats maliens, leurs alliés et certains djihadistes qui se sont infiltrés dans la ville. Ils sont en train d'être délogés par l'armée. Des précisions dans ce journal avec notre correspondant sur place. Le Sénégal envisage de lutter efficacement contre la mendicité des enfants. Un plan stratégique est en cours de finalisation. Il annonce déjà des mesures drastiques contre le phénomène. Voilà pour le sommaire et pour commencer cette édition, direction le nord du Mali, plus précisément Gao, où des accrochages ont eu lieu ces dernières heures avec les islamistes. Nous sommes en ligne avec notre correspondant dans la région, Seydou Maïga, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous nous décrivez des tirs, des échanges, des tirs entre l'armée malienne, leurs alliés et les djihadistes. Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Effectivement, les défaites engendrées par ces islamistes ces derniers temps n'ont pas suffi aux djihadistes de tourner la veste. Aujourd'hui, à Gao, un affrontement sanglant a eu lieu entre les islamistes du mouvement pour l'unicité du djihad en Afrique de l'Ouest qui se sont réfugiés dans l'enceinte du commissariat de police et les forces présentes à Gao pour la libération de la région. Ces affrontements entre les djihadistes et les forces maliennes et nigériennes, appuyées surtout par les forces françaises, ont été émaillés par des véritables échanges de tirs à l'arme lourde entre les deux camps. Après, nous avons pu constater une amplification de la situation. Les combats ont pris une ampleur très très grande, à telle sorte que nous constatons à travers toute la ville des coups de tir à l'arme lourde. Certes, il y a eu des dégâts, mais pour l'instant, nous n'avons pas le bilan exact des dégâts. D'autant plus que ces affrontements continuent à l'instant même où je vous parle. Voilà ce qu'on peut retenir pour le moment sur la situation. L'armée est-elle parvenue à déloger et arrêter ces éléments islamistes infiltrés dans la ville? Justement, comme je vous l'ai dit, les combats continuent présentement entre l'armée malienne appuyée par les forces françaises et les djihadistes. Mais nous pouvons dire quand même, pas avec une très grande certitude, que la situation quand même semble être maîtrisée par les forces présentes à Gao pour la libération de la région. Seydou Maïga, en direct de Gao, merci pour ce témoignage. À moi de vous remercier. Au Maroc, la menace qui pèse sur le Sahel était au centre des discussions entre les ministres marocains des Affaires étrangères et son homologue guinéen, la Guinée, qui réitère son soutien au Maroc concernant le dossier du Sahara occidental. L'entretien a également porté sur le moyen de développer les relations économiques et culturelles entre la Guinée et le Maroc. Et lors d'un point de presse, le ministre guinéen des Affaires étrangères, François Lonseni Fall, s'est également exprimé sur le retrait du Maroc de l'Union africaine, un retrait qui date de l'époque de l'OIA. Le diplomate guinéen souhaite que ces problèmes trouvent rapidement une solution. Je vous propose de l'écouter. La Guinée considère l'absence du Maroc à l'Union africaine comme une anomalie qu'il faudra corriger. Le Maroc est un membre fondateur de l'OIA. Il n'y a pas de raison que le Maroc soit en dehors de cette organisation. Et en tant qu'amis du Maroc, nous souhaitons que cette question soit réglée. Naturellement, la question étant à l'ordre du jour du Conseil de sécurité des Nations Unies, nous pensons qu'il faut laisser cette question au niveau des Nations Unies pour trouver la solution. Les suites de la crise tunisienne, on apprend que les ministres du Congrès pour la République, le parti du président Monsef Marzouki, s'apprêtaient à quitter la coalition gouvernementale. Ces démissions ne sont pas totalement officielles, mais elles se précisent tout de même.
Le Sénégal s'interroge sur la mendicité des enfants et envisage en même temps des mesures de lutte. Un plan stratégique sur la question est en train d'être finalisé au ministère de la Femme pour mieux le peaufiner. Le Premier ministre Abdoul Mbaye a réuni hier tous les acteurs concernés. Des mesures drastiques sont attendues car ce phénomène prend de plus en plus d'ampleur dans le pays. La mendicité des enfants, un phénomène qui prend des proportions préoccupantes au Sénégal. À Dakar et dans les grandes villes du pays, ils sont nombreux les enfants de moins de 15 ans à s'adonner à cette activité. Et malgré des actions du gouvernement pour arrêter le phénomène, il persiste à cause de plusieurs facteurs. Chaque fois qu'il y a des interventions, après il y a des cas de récidive et on voudrait vraiment parer à cela en mettant un comité ad hoc qui va prendre en compte les différents ministères cités pour une gestion globale de ce phénomène des enfants de la rue. Ce conseil interministériel vise la mise en place de ce comité. Autour donc du Premier ministre, les acteurs impliqués dans cette lutte ont également réfléchi pour enrichir le document stratégique de lutte contre la mendicité élaboré par le ministère de tutelle. Ce qu'on a retenu, c'est des recommandations qui vont nous permettre de mener cette lutte-là de façon plus efficace et par un travail de sensibilisation d'abord, par un plan d'urgence de retrait des enfants de la rue et un travail d'accompagnement de ces enfants-là dans le cadre de la réinsertion, soit un retour aux familles, soit l'intégration dans des daara modernes, dans des internats ou le retour complètement aux familles. Selon tous ces participants, la lutte contre la mendicité des enfants nécessite une approche multisectorielle. C'est pour cette raison que tous les ministères pouvant aider à atteindre un meilleur résultat seront approchés. Et cela pour une bonne gestion des frontières. Nous restons au Sénégal pour parler des bassins de rétention dans les banlieues de Dakar, la capitale. Ces bassins ont été construits pour recueillir et retenir les eaux des pluies, mais aujourd'hui ils constituent une véritable menace pour les populations environnantes. Matinée calme à Djeddah Thiaroye Kao. Nous sommes au bord du bassin de rétention. L'ouvrage construit en 2007 pour lutter contre les inondations a fini par changer le rôle. Les habitants le qualifient ici de véritables tueurs silencieux qui en 6 ans auraient fait 9 victimes. Ces derniers jours, un enfant qui était venu en vacances au Sénégal a perdu la vie ici. Elle est restée dans le bassin pendant 3 jours. Se pose alors une question, pourquoi les enfants tombent-ils les uns après les autres dans le bassin? Réponse simple des habitants, c'est parce qu'il n'y a pas de clôture et la nuit le quartier est mal éclairé. Il y avait avant une petite barrière qui était là, mais par la suite avec les voleurs de ferraille ils ont tout enlevé. La clôture était faite avec des poteaux en fer et avec du béton. C'est difficile de l'enlever. Seule l'entreprise qui a exécuté les travaux pouvait le faire. Voilà tout ce qui reste des bornes de clôture. Le grillage a disparu. Volé ou retiré, difficile d'y répondre. Ces fers qui restent devraient servir à terminer les 600 mètres de clôture. 5 ans après, ils sont là et les travaux tardent à démarrer. En principe, si le cadrage institutionnel est réglé et que toutes les études de faisabilité sont déjà terminées, donc les programmes sont déjà validés, en principe le programme doit démarrer en fin mars. Pour les habitants de Djeddah Thiaroye Kao, l'arrivée de la saison des pluies nécessite la prise de mesures dans ce quartier où l'insalubrité règne aussi en maître. Religion à présent, intronisation ce dimanche en Syrie du nouveau patriarche grec orthodoxe d'Antioche. Le chef de l'église grecque orthodoxe d'Orient appelle les Syriens au dialogue et à la réconciliation nationale. On reparle du scandale de la viande de cheval. L'affaire prend de plus en plus d'ampleur en Europe malgré le retrait des viandes surgelées des rayons de grande distribution. L'enquête se poursuit pour savoir comment la chaîne de production a pu déraper et tous les regards sont désormais tournés vers la Roumanie d'où proviendrait la viande.
Sur les marchés ce matin, la question est dans toutes les têtes. Les professionnels se demandent encore comment on peut confondre viande de bœuf et de cheval. Les morceaux sont pas pareils. Le cheval est plus rouge et le grain de viande n'est pas le même. Le cheval, vous n'aurez jamais une couleur comme ça. Y a-t-il eu tromperie ou négligence sur ces lasagnes qui ont régalé des familles entières et qui, depuis 2 jours, mettent sur les dents tout un continent ainsi qu'une filière. Du cheval à la place du bœuf dans les lasagnes à Chi ou Moussaka, il n'en fallait pas plus pour faire retirer en urgence des lots en Suède, France ou Grande-Bretagne. Là-bas, les consommateurs, tout comme les autorités, voient rouge. J'ai le sentiment que nous faisons face à une conspiration criminelle internationale. Car ces produits ont valsé dans les mains d'intermédiaires européens, d'abord Comigel basé à Metz, puis Spanghero qui lui fournit la viande. Ensuite, un producteur roumain qui travaille avec des intermédiaires chypriotes et néerlandais. Une filière à rallonge qui pose la question de la traçabilité. En Roumanie, on affirme jouer la transparence. J'espère identifier les exportateurs dès que possible. C'est une question de contrôle des produits ici, avant qu'ils ne quittent le pays pour le marché européen. En France, Picard confirme avoir retiré des lots fabriqués par Comigel. 6 enseignes ont enlevé leurs produits des rayons. Findus, qui se dit victime, a annoncé qu'il allait porter plainte contre X dès demain. Rendons-nous à présent au Cameroun pour parler de ces cas qui pourraient faire école de nos jours. Alors que de plus en plus de jeunes fuient la campagne, un jeune de 18 ans lui accepte de rester dans son village pour se lancer dans l'agriculture. Il possède 11 hectares de terre où sont plantées pêle-mêle des plantes de toutes sortes. Comme le dit un proverbe, ce n'est pas le champ qui nourrit l'homme, mais bien la culture. Regardez. C'est le scénario presque classique qui débouche sur ce fabuleux destin, celui d'Émile Jonathan Dono. Un père trop vite décédé alors que l'aîné de ses fils ne fait que la classe de 3e. Une jeune veuve, maman courage, que la seule volonté de faire ne suffira pas à maintenir la trajectoire. Jonathan doit quitter l'école. Ma maman a pris de la charge pour financer mes études, mais quelques années plus tard, elle ne se sentait plus capable et c'est la raison sur laquelle l'école pour moi a pris fin. Papa est mort, vive papa, qui lui a légué plusieurs arpents de terre. Nous sommes en 2003. Jonathan, du coup, pimente son devenir. 2 hectares de bananeraies, une cacaoyère sur 9 hectares. Quand le plantain va finir, c'est la palmeraie qui va rester. Donc, le palmier est sous le plantain. Perdre son géniteur et devoir de ce fait abandonner ses études en 2003, le ciel lui tombait sur la tête, a dû penser cet adolescent, aujourd'hui âgé de 18 ans. 10 ans après, marié, père de 2 gosses, Jonathan est dans son jardin avec les femmes de sa vie, épouse, mère et première femme de son père. Du haut de ses plantations, il se positionne du coup comme modèle pour son petit frère, ainsi que ses amis venus lui prêter main forte le jour où la télé est passée le voir. Mais certainement aussi venu là, parce que la caméra, c'est pas souvent qu'on l'a ici, à Missois-2. On le doit à la bravoure de Jonathan, et ça ne se rate pas, la télé, pas même pour toutes les pointillinis du monde. Vous avez dit tenue de chant? Feux d'artifice, pétards et concerts de Céline Dion en mandarin. C'est le paysage presque carte postale de la fête du serpent célébrée en Chine, une fête d'une importance historique pour les Chinois. Céline Dion est capable de tout et même de chanter en mandarin. Avec la soprano chinoise Song Zuying, la chanteuse québécoise entonne Moliwa, fleur de jasmin, pour lancer les festivités du Nouvel An. Plus d'1 milliard d'Asiatiques célèbrent ce dimanche l'entrée dans l'année du serpent. Dans toute la Chine, à minuit, le ciel s'embrase. Feux d'artifice, feux de Bengale, la foule envahit les rues au son des pétards censés éloigner les esprits malfaisants. Dans le zodiaque chinois, le serpent est associé à la sagesse, la fortune et la longévité. Je souhaite à mes parents une vie pleine de santé et j'espère que mes enfants auront une vie heureuse et meilleure. Bonne année à tout le monde. Le Nouvel An chinois est célébré également à Taïwan, à Hong Kong et dans toute l'Asie du Sud-Est.
En Corée du Nord, l'ambiance est moins festive, mais pour marquer ça, les bons citoyens sont allés se recueillir devant les statues de Kim Il-sung, le père de la nation, et de son fils disparu en 2011, Kim Jong-il. Dans un style plus contestataire, l'artiste chinois Ai Weiwei a envoyé son premier tweet de l'année avec un slogan « Libérez tous les prisonniers politiques ». Voilà qui me fait à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Déjà, je vous souhaite une excellente nuit et bonne reprise de travail demain à toutes et à tous. À demain. L'UEMOA, l'Union économique et monétaire ouest-africaine. L'UEMOA, 8 pays, un destin commun, un espace économique harmonisé, ouvert et concurrentiel. L'UEMOA, votre guide au cœur de l'Afrique, des grands événements et des grandes mutations sur Africa.